Bonjour Monsieur Chevrier, donc aujourd'hui nous nous revoyons suite à l'épisode que nous avons fait la semaine dernière qui était l'épisode 11, numéro 11, où vous nous avez parlé donc des essais nucléaires qui ont été réalisés depuis 1945 et qui en fait, vous nous avez démontré que c'était vraiment de réelles explosions nucléaires. Donc je pense qu'aujourd'hui on va continuer un petit peu sur le sujet et vous allez, je pense plus particulièrement nous parler des essais nucléaires dits essais nucléaires, mais explosions nucléaires qui ont été réalisées par les Américains et quels ont été l'impact dans certaines régions, un impact désastreux. Oui, alors bonjour Hélène, effectivement on va parler des essais nucléaires américains et quand on regarde toute cette organisation, on est consterné par le manque de réflexion et surtout le fait que les Américains ont agi vraiment sans aucun égard vis-à-vis des êtres humains, sans aucun égard vis-à-vis des autres pays, tout ça. Ils ont fait comme ils avaient envie de le faire, sans respecter quoi que ce soit. Comme d'ailleurs, vous verrez qu'à la fin, je rejoins, à la fin de cet exposé, je rejoins un peu ce qui s'est passé au Vietnam, avec, vous savez, le fameux agent orange produit par la société Monsanto, célèbre avec son glyphosate, et puis la société Dow Chemical, qui ont produit le fameux agent orange, 250 000 enfants vietnamiens qui sont nés avec des malformations affreuses et donc la demande d'indemnisation des victimes et des parents des victimes et la fin de non-recevoir des Américains qui leur a donné comme argument « seuls les Américains peuvent prétendre à une indemnisation ». Voilà. Donc vous verrez que dans ce système, dans ce qu'ils ont fait, il y a un peu ça. Mais là, je vais parler tout particulièrement des essais qui ont été faits dans les îles Marshall. Alors les îles Marshall, pour les situer, on le verra sur le tableau, c'est une multitude de petits atolls, il y en a 29, et qui sont éloignés les uns des autres de 100 à 300 km, et qui représentent quand même dans le Pacifique une superficie qui est l'équivalent de 4 fois le territoire de la France. Vous voyez ? Donc c'est pas rien. Et là, ils ont fait une campagne, je vais donner les chiffres tout à l'heure, et ils avaient la possibilité de procéder autrement pour tester, si vous voulez, des armes qui étaient nouvelles. Par exemple, la première bombe H qu'ils ont fait, le Castle Bravo, ils ont donné le nom de Castle Bravo, ils auraient très bien pu la mettre sous un avion ou dans un avion, comme l'ont fait les Russes d'ailleurs pour la Tsar Bomba. Les Russes ont mis cette bombe thermonucléaire bien des années plus tard sous un avion, ils sont montés à 12 000 mètres d'altitude, ils ont prévu de larguer cette bombe avec un petit parachute exactement au-dessus d'une île qui était dans l'Arctique, et ils ont fait exploser cette bombe à 4 000 mètres d'altitude, ce qui veut dire que l'avion avait le temps de s'éloigner de l'explosion. Là, c'était phénoménal. C'est la plus grosse explosion qui s'est pratiquée sur la Terre. 50 mégatonnes. C'était Mais ils l'ont fait exploser à 4000 mètres d'altitude. Ce qui veut dire pas de retombées radioactives, juste les retombées radioactives limitées aux matériaux qui constituent la bombe. C'était quand même une bombe de 20 tonnes. Donc c'est pas rien, mais c'est dérisoire. Or là, vous allez voir, je vais vous faire voir ce qu'ont fait les Américains. Ils avaient vraiment toutes les possibilités. Ils avaient la possibilité au milieu du Pacifique de faire explosion sur un vieux bateau, voyez, puisqu'ils ont fait souvent des explosions avec toute une myriade de bateaux autour sur lesquels il y avait des animaux, principalement des cochons, des chèvres, pour voir les effets du rayonnement sur eux.
Ils ont fait, avec bien sûr les bateaux qui étaient autour, avec des caméras, des appareils pour enregistrer, tout ça. Donc ils avaient la possibilité de faire cette explosion, la première, qui était une inconnue. La première bombe thermonucléaire, c'était l'inconnu. Ils pouvaient le faire sur une barge. Ils pouvaient faire une barge de 30 mètres par 30 mètres. C'était rien du tout. On l'amarrait, si on veut, à un filin. Et puis... on se mettait à 5 km ou 10 km pour observer, c'était très bien. Non, vous allez voir ce qu'ils ont fait, ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est quand même des gens qui sont au top, vous voyez, avec des savants, avec tout. Ce ne sont pas des idiots. Eh bien, là, ils s'en foutent. Ils décident de faire ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Vous allez voir. Donc, l'archipel des îles Marshall, dans l'océan Pacifique, est situé à peu près à 3500 km à l'est de Tokyo, pour situer un peu 5000 km au nord de l'Australie. Et c'est un véritable paradis qui est constitué de 29 îles. C'est des petites îles qui sont distantes les unes des autres de 100 à 300 km. On les appelle souvent des atolls. Sur un espace qui est quand même grand comme 4 fois la France. Donc, 2 îles absolument paradisiaques ont été détruites par les Américains pour réaliser des explosions nucléaires. Ils ont procédé de la façon suivante, ils sont allés voir les habitants d'un atoll, avant ils sont allés voir le gouvernement, puisque toutes les îles Marshall dépendent d'un seul gouvernement, et dans ces 29 îles, il y a des fois 500 habitants, 1000 habitants, etc. Ils ont proposé évidemment une somme d'argent relativement importante pour eux, c'est-à-dire dérisoire pour les Américains, complètement dérisoire, mais... évidemment, comme les gens vivent avec 50 € par mois, vous leur proposez une indemnisation pour une île de 15 000 €. Ah, oui, c'est formidable, vous voyez. Et puis, la façon dont j'ai pu voir des images, vous voyez, des documentaires là-dessus, la façon dont ils s'y sont pris, je crois que les habitants n'avaient pas tellement le choix. Quand vous avez l'armée américaine qui est là sur une petite île et vous êtes une centaine d'habitants un peu avec des arbalètes et des trucs, et puis les militaires sont là, ils vous disent « vous inquiétez pas, on va vous transporter à 500 km, on vous ramènera dans 2 ans quand on aura fait nos essais, et puis ça ira bien ». Oui, ils les ont emmenés, mais... c'était terminé, ils n'ont plus revenir sur l'île où étaient nés leurs ancêtres, où ils avaient vécu, tout ça, ça c'était fini. Et alors le culot, comme toujours pareil, les Américains, vous savez, plantent le drapeau et tout ça, et bien sur l'île, après les essais, bien longtemps après les essais, ils ont mis une grande pancarte, voilà, « Welcome to the beautiful island of Bikini ». C'est l'esprit américain. Alors, sur cet atoll, qui est vraiment une beauté, la puissance cumulée des 27 explosions nucléaires qu'ils ont réalisées sur cette île correspond à 7000 fois la puissance de Hiroshima. 23 explosions en bombe atomique, qu'on a dénommée bombe A, et 43 explosions bombes H, c'est-à-dire bombes sur lesquelles on ajoute de l'hydrogène pour augmenter la puissance et la réaction chimique, la réaction nucléaire, je veux dire. Et donc, le 1er mars 1954, ils ont effectué un essai, ils ont intitulé Castle Bravo, c'était la première bombe à hydrogène. Et donc, cette bombe mesurait 1,37 m de diamètre, 4,56 m de long, et pesait 10 tonnes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils auraient pu la placer sur une barge à 10 km de l'atoll, et puis ça faisait uniquement, on pouvait mesurer, on pouvait voir ce qui se passait, on ne faisait aucun dégât. Eh bien, pas du tout. Ils ont placé cette bombe, là c'est complètement irresponsable, à 7 mètres sur l'atoll, à 7 mètres au-dessus du sol. L'explosion a creusé un cratère de 2 km de diamètre. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut faire, un trou de 2 km de diamètre, pour une profondeur de 70 mètres. Toute
toute cette terre, tout ce sable, toute cette végétation, et il y avait des arbres, il y avait tout, est parti, a été propulsé jusqu'à 40 km d'altitude. Le vent a changé de direction et est parti dans un sens qui n'était pas prévu. Il y avait au large des bateaux de pêche des Japonais qui étaient déjà très loin. Les retombées radioactives sont tombées sur l'eau. Ça, c'est pas très important, puisque une fois que ça arrive à une profondeur supérieure à 2 mètres, il n'y a plus de rayonnement, tout du moins le rayonnement gamma. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que les gens ne comprennent pas la différence entre le rayonnement gamma et le fait d'être contaminé. Ou d'être, ouais, c'est ça. Le rayonnement gamma, il vous tue en quelques heures, pendant les premières heures. Vous voyez. Et donc, ces poussières sont tombées sur le bateau de pêche. Eh bien, il y en a un qui est mort 2 jours après, et tous les autres ont été rayonnés et avec cancer, etc. Donc ça, c'était vraiment... Les Américains se comportent comme ça, ils décident de faire un truc, on ne réfléchit pas, on est les plus forts, on a tout, on se permet tout. Vous voyez ? Voilà. Alors, ils sont allés encore plus loin, parce qu'ils ont fait 67 essais sur plusieurs atolls, qu'ils ont complètement bousillés. Et dans les années 70, c'est-à-dire beaucoup plus tard, puisqu'ils ont arrêté leurs essais, je vous l'ai indiqué là-dessus, c'était, je crois que le dernier essai était en 58, je ne sais plus sur lequel je l'ai marqué. Oui. Et donc, dans les années 70, il y a eu des discussions, et ils ont décidé de récupérer un des cratères qui avait été fait par un essai, c'est-à-dire qu'il avait creusé un trou de 115 mètres de diamètre sur peut-être 60 mètres de profondeur, et ils ont décidé d'y mettre tous les déchets qu'ils avaient fait pendant les 67 explosions qu'ils avaient fait pendant plus de 20 ans. Donc là, on a dit, bon, on va mettre tout ça, et puis on va construire un dôme en béton armé d'une épaisseur de 45 cm, et avec une forme de façon à ce que quand il pleut, parce que dans les îles, évidemment, toutes ces îles qui sont merveilleuses, il pleut beaucoup. Il y a du soleil, et puis c'est un climat un peu tropical. Donc, pour éviter que les eaux ravinent tout ça, ils ont fait un dôme en béton, 115 mètres de diamètre. Donc, mais c'est là où on se dit, c'est pas possible, ces gens-là sont complètement irresponsables. Ils auraient pu prévoir de faire le fond en béton armé, puisqu'ils avaient décidé de faire un dôme en béton armé. Rien du tout. Pour une histoire d'économie, des économies dérisoires, ils ont mis les déchets directement sur le sable qui était creusé dans le cratère. Et donc, non seulement ils ont mis tous leurs déchets qu'ils avaient réalisés, tout ce qui restait sur les îles, mais ils ont rapatrié depuis le Nevada 130 tonnes de terre qui étaient hautement contaminées, et ils ont enfoui 88 000 mètres cubes de déchets radioactifs. Vous voyez ? Donc, ensuite, ils ont construit ce dôme. On peut le voir, peut-être, on pourra mettre une image qui représente bien ce dôme. Et puis, une fois que c'était recouvert avec ce béton, le temps a passé, et puis maintenant, tout ce dôme se fissure depuis 15 ans, et la pluie ravine tout. Depuis une quinzaine d'années, le béton se fissure, et les pluies entraînent la radioactivité dans le sol et puis dans l'océan. Et tout naturellement, le gouvernement de ces îles Marshall, c'est un petit pays, si vous voulez, de quelques dizaines de milliers d'habitants au total, ils ont demandé aux États-Unis, ils ont demandé de l'aide pour faire des réparations. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est sortir ce dôme, faire un béton étanche sur le fond, et là, on serait tranquille parce que autant vous pouvez fissurer
sur le dessus parce qu'il y a des changements de température sur un béton, ça va jouer. Quand vous êtes à 60 mètres sous terre, la température est stable et un béton, il peut durer des siècles. Vous voyez, donc là, on serait tranquille. Eh bien, le gouvernement des îles Marshall a demandé une aide financière aux États-Unis et les États-Unis ont répondu, tenez-vous bien, que le dôme est sur le territoire des îles Marshall. C'est donc au gouvernement des îles Marshall de faire les travaux et de payer les travaux. Voilà. On se retrouve exactement dans le même cas, si vous voulez, que ce qui s'est passé avec l'agent Orange au Vietnam. C'est leur façon de procéder. Vous imaginez, ils ont mis des milliards pour mettre au point ces bombes. Ils ont dépensé des milliards pour construire ces bombes. Les gens qui se sont fait rouler dans la farine avec leurs îles, de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de dire non. Hein. Vous imaginez, ils les foutaient tous à la flotte s'ils voulaient. Donc là, ils ont eu le culot pour une histoire de quoi? De peut-être 5 millions de dollars, de répondre aux gens, c'est sur votre territoire, c'est à vous de faire les travaux, et de payer. Voilà. Voilà ce qui se passe avec les Américains. Et ça, on est consterné quand on voit un truc comme ça. On se dit, c'est pas possible. Et ils sont rapatriés. La terre qu'ils ont polluée dans le Nevada avec leurs essais, ils les ont mis là-bas, et les autres leur disent, bah oui, mais maintenant ça se fissure, ce que vous avez fait, ça a été mal fait. C'est vrai que ça a été mal fait. Bon, bah, débrouillez-vous. Voilà le truc. Donc ces gens-là se permettent tout et tout le temps. Donc M. Chevrier, merci encore une fois d'avoir mis un sujet en lumière, à savoir ces explosions nucléaires, et notamment l'implication et le rôle des États-Unis, où je reviens sur un sujet qui vous tient à cœur, c'est la protection de la population civile. Et on voit qu'encore une fois, les États-Unis l'ont complètement bafoué. Et ce sujet est toujours et continue de rester sous silence. Donc merci à vous de nous éclairer sur des sujets, je pense, qui sont très importants pour la population entière. Voilà. Oui, je pense que les journalistes devraient un petit peu faire des reportages là-dessus, sur cette situation actuelle dans les îles de Bikini. Et je vais vous raconter une petite anecdote, si vous voulez, comme on a le temps. Vous savez qu'ils ont procédé à des essais premiers essais nucléaires, enfin, en 1946, il faut dire qu'ils ont fait des essais après avoir fait des explosions au-dessus d'Hiroshima et Nagasaki. Explosions qui, de mon point de vue, étaient totalement inutiles pour deux raisons. D'abord, ils savaient que les bombes fonctionnaient, puisqu'ils en avaient testé une, la bombe Gadget, sur le territoire du Nouveau-Mexique. Qui avait fait un résultat assez important au niveau des mégatonnes, sur une tour, pareil, à 32 mètres de hauteur, donc les retombées tout autour pour la population civile. Là, il y en a eu pas mal de cancers. Là, c'était aux États-Unis. Mais j'ai l'impression qu'ils s'en fichent pareil, parce que leurs soldats, ils les ont sacrifiés pareil. Et surtout, si vous voulez, pour bien situer quand même, parce que en fait, on ne peut rien reprocher au peuple américain. Ce sont les dirigeants qui sont vraiment, qui se comportent d'une façon innommable. Et moi, ça me rappelle surtout des choses qui sont passées sous silence, qu'on a déjà évoquées. C'est le bombardement des populations civiles, le massacre des populations civiles au-dessus de l'Allemagne, toutes les villes comme Hambourg. Et le pire, c'est Hambourg, avec le bombardement qui dure 9 jours, avec les bombes au napalm, ça je crois qu'il faudrait le rappeler. Et donc, tout ça, ça procède toujours ils s'en fichent, vous voyez. Hein. Et alors, il y a aussi quelque chose qui est important là, à voir, c'est que depuis de nombreuses années, on peut dire depuis 1930, il y a une association entre l'Angleterre et les États-Unis, parce que quand on analyse, vous voyez, les essais qui ont été faits par l'Angleterre, le très peu d'essais, et qu'ils ont eu pratiquement la bombe juste à la suite des États-Unis, on peut conclure qu'ils ont passé la technologie
à l'Angleterre et ils ont fait certainement quelques essais pour eux. Mais pourquoi on voit ces liens? Parce que tous les bombardements qui se sont faits au-dessus de l'Allemagne, il y avait à la fois la Royal Air Force et à la fois l'aviation américaine. Il y avait beaucoup d'avions et beaucoup de pilotes anglais. Et là, vous voyez, alors ça, il faut y penser. Les Russes, puisqu'actuellement, ce qui nous soucie, c'est le conflit qu'il y a en Ukraine, il faut penser que les Russes sont au courant de tout ça, ils connaissent. Et donc, ils ont dans le collimateur les Anglais. Et les Anglais vont toujours un peu plus loin. On le voit dans le conflit en Ukraine. Ils sont avec leur Premier ministre, l'ancien Premier, qui était un va-t-en-guerre, qui ne voulait surtout pas que Zelensky négocie avec les Russes, qui aurait été possible de faire au départ. Ils ne voulaient pas, ils voulaient que ça continue, parce qu'ils avaient dans l'espoir que les sanctions économiques allaient mettre la Russie à plat. Et donc, ensuite, passer à l'étape supérieure. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode, quand on va parler. Vous savez qu'on va recevoir François Cottard la semaine prochaine. On aura des entretiens avec ce monsieur. Et je pense qu'on pourra aborder le sujet de l'actualité qui est la guerre en Ukraine. Donc avec une analyse peut-être assez profonde, je pense que ça sera intéressant de discuter, d'avoir son point de vue et d'expliquer. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup et puis à très bientôt. Très bien. Au revoir. Au revoir.